voudrais présenter par Internet, mais je ne pense pas que ça soit facile. Donc on va rapidement démarrer sur la question du secteur privé, le panel secteur privé, un instrument d'intégration régionale. La présentation va être faite par le professeur Khadim Bamba Diagne, qui aujourd'hui occupe un éminent économiste, mais pas seulement, éminent politiste, qui a sorti beaucoup d'ouvrages et qui aujourd'hui assure la présidence du conseil d'administration, c'est de surveillance, hein? Voilà, du pétrole et du gaz, c'est le COS-Petrogaz, très stratégique. Et j'estime que vraiment il a le profil le plus approprié. Enfin, j'ai beaucoup applaudi quand il a été nommé pour ça. Et Demba Zainab, consultante du Nigeria, qui nous a fait l'honneur aussi d'être là. Ses compétences dans ce domaine ne sont pas discutées. Parlez français? Non, on peut. Yeah. Demba Seydi, c'est le coordonnateur pour l'Afrique de l'Est de Publier ce que vous payez. C'est ça, hein? Oui. Il a un parcours extraordinaire des organisations internationales, Oxfam. Donc, c'est une compétence avérée, un homme de terrain, bien réseauté, qui est avec nous aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer en donnant la parole au professeur Khadim Bamba Diagne. Et bon, on va lui laisser le temps de dérouler. Vous avez la parole, professeur. Merci beaucoup, doyen. Bonjour, chers collègues. Bonjour, doyen, professeur Ndiaye. Et bonjour aussi aux panélistes Zainab et mon frère Demba. Et je félicite encore le doyen Alioune Tine. Du haut de son âge et de son expérience, pose toujours les questions nécessaires pour l'intégration africaine, surtout l'intégration de la sous-région. Parce qu'il me semble important que, vu la situation aujourd'hui mondiale, où chaque continent, chaque zone, chaque pays se ramasse sur lui-même, il est temps que les Africains, qui subissent souvent les attaques, puissent mettre en place des stratégies pour être ensemble. Je pense que nous gagnerons, que ce soit le Sénégal, que ce soit le Nigeria, que ce soit les autres pays, à s'organiser pour être ensemble. Maintenant, pour être ensemble, le trait d'union qui facilite les unions économiques doit être économique avant d'être politique. Alors, le malheur que nous vivons, nous, au niveau de la zone de l'espace CEDEAO, c'est que beaucoup de nos unions ont été politiques avant d'être économiques. Et le danger, c'est quoi? Après, on les taxe de syndicats de chefs d'État. Alors, si nous nous inspirons de ce qui s'est passé, par exemple, en Europe, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Européens se sont dit qu'il nous faut trouver des consensus forts pour qu'il n'y ait plus de guerre. Et le premier instrument que les Européens ont mis en place, c'est la CECA. Ils ont mis en place une communauté économique du charbon et de l'acier. C'est-à-dire, essayons de voir comment gérer ensemble le charbon et l'acier. Et CECA est devenue une communauté économique européenne jusqu'à donner ce qu'on appelle aujourd'hui l'Union européenne. Alors, nous devons apprendre de nos erreurs. On a essayé jusqu'à présent, ça marche peu.
en 2019, on a mis en place la zone de libre-échange continentale pour faciliter l'échange entre les pays du continent. Et heureusement que tous les 55 États maintenant sont devenus membres, ce qui nous donne un marché de 1,3 milliard de consommateurs avec un PIB de 3 400 milliards de dollars. Maintenant, le problème fondamental que nous avons, c'est pourquoi nous devons tout faire pour faciliter cette intégration. Parce que l'Afrique a besoin de son secteur privé pour quelque part créer des emplois, parce qu'en termes de jeunes, nous avons la population la plus jeune au monde. Nous avons aussi des entreprises qui ont des marchés. Parce que le plus difficile, c'est avoir un marché. L'Afrique est un marché parce que d'ici 2050, nous allons passer à 2,5 milliards de consommateurs. Donc 2,5 milliards de consommateurs, ça devient un marché plus ou moins intéressant. Il est temps que les entreprises aussi s'organisent pour voir comment capter ces marchés-là. Donc l'intégration pour nous est devenue indispensable. Alors, et pour que l'intégration soit indispensable, au-delà de l'unification politique, il faut que l'amélioration des circulations des biens, des services, des capitaux et des personnes soit une réalité. Et pour cela, il nous faut supprimer les barrières tarifaires, harmoniser les réglementations et stimuler les investissements directs étrangers et créer des chaînes de valeur régionales. Parce que ce sont ces chaînes de valeur régionales qui vont améliorer la compétitivité des entreprises locales. Alors, dans le continent, le secteur privé, composé de 90% de petites et moyennes entreprises, génère plus de 80% de l'emploi formel. Alors, cette place dominante lui confère donc une responsabilité stratégique dans le projet de l'intégration du continent. Alors, mais sa participation pour nous consiste principalement au développement des marchés transfrontaliers. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique ne commerce pas avec l'Afrique. Si vous voyez dans le continent, le niveau de commerce intracontinental tourne autour de 15%, alors qu'on est à 60% dans les pays européens et 40% en Asie. Donc il y a un effort que l'Afrique commerce avec l'Afrique, mais pour cela, il nous faut investir dans ce qu'on appelle les infrastructures. Parce que l'investissement sur les infrastructures, c'est ce qui facilite l'échange entre les pays. Alors, le secteur privé en particulier, les grands groupes africains doivent s'associer de plus en plus parce que nous n'avons pas la culture de la syndication, c'est-à-dire que les grands groupes se réunissent pour faire quelque chose de plus grand que eux. D'habitude, chacun veut garder son lopin de pouvoir, vouloir faire quelque chose et ne pas avoir les moyens. Et dans le monde des affaires, il y a certains secteurs où l'investissement a besoin de capital et le besoin de capital est très intensif. Et s'il n'y a pas une syndication des entreprises, c'est-à-dire des collaborations, des symbioses, il sera difficile pour les entreprises sénégalaises ou nigériennes ou ivoiriennes de pouvoir réaliser ces genres d'infrastructures-là. Alors, donc, il faut aussi l'amélioration de la valeur ajoutée locale. Les entreprises jouent un rôle clé dans la transformation des matières premières, générant plus de valeur sur le continent, ce qui accroît le PIB industriel et stimule l'emploi et réduit la dépendance au marché étranger. Alors, il y a quelques statistiques éloquentes qui nous donnent un certain nombre d'informations. En 2019, on était à 15%, l'Europe 60%, l'Asie 40%, l'Amérique du Nord 30%. Mais ce qui fait peur, c'est qu'en termes d'investissement direct étranger, en Afrique, on était en 2022 à 47,4 milliards de dollars. Mais
Aujourd'hui, on est à recul de 44% par rapport à 2021. Pourquoi? C'est les instabilités politiques. Parce que d'habitude, on dit que l'économie n'aime pas l'incertitude. Quand il y a un problème, les gens préfèrent quelque part switcher leur investissement dans d'autres zones où on pense avoir plus de stabilité. La deuxième chose, c'est l'inflation aussi. Parce que d'habitude, les grandes puissances de la zone, parfois, peuvent avoir des taux d'inflation qui dépassent l'ordinaire. Et plus l'inflation est importante, plus l'économie est moins compétitive. Et c'est l'exemple du Nigeria, par exemple. Hein, depuis 2014, son PIB diminue. Les autres pays, leur PIB augmente, mais son PIB diminue parce que ce que ce pays-là produit en termes d'inflation est supérieur à ce qu'elle produit en termes de croissance économique. Et donc, l'incertitude économique justifie que les investisseurs directs étrangers vont aller dans des zones où, quelque part, il y a une visibilité. Alors que le secteur privé qui emploie 80% de la main-d'œuvre formelle, avec 90% de PME, mais on voit que le taux de croissance jusqu'à présent tourne entre 3,9 et 3,7 entre 2023 et 2024. Donc, qu'est-ce que nous devons faire pour faciliter cette intégration-là? C'est d'utiliser la zone de libre-échange continentale comme catalyseur de l'intégration. Mais il faut des soubassements quelque part en termes de stabilité politique, en termes de stabilité monétaire, en termes de stabilité économique, en termes de visibilité pour pouvoir permettre à ces pays d'échanger entre eux. Parce qu'on parle de zone de libre-échange, mais l'Afrique ne parle pas avec l'Afrique. Les hommes d'affaires africains ne se parlent pas entre eux, les pays même ne se parlent pas entre eux. Et si on ne corrige pas ces situations-là, qu'on puisse être pragmatique, c'est-à-dire voir ce qui nous arrange et sortir parfois d'un complexe d'infériorité que nous constatons souvent. Oui, on ne doit pas être derrière X, derrière Y, ou bien oui, vous êtes comme ça, ainsi de suite. Alors que si on analyse les choses froidement, nous allons voir que les entreprises qui discutent entre elles sur des questions sérieuses, des questions à haute intensité capitalistique, pouvoir contrôler de grands marchés, l'impact va être extrêmement intéressant. Parce qu'une fois qu'on élimine les barrières tarifaires, une fois qu'on facilite le commerce des services et stimuler le commerce intra-régional, ce qui est clair, c'est que le premier impact, c'est le PIB. C'est-à-dire que les PIB des pays africains vont voir le niveau augmenter à tel point que l'effet peut être extrêmement intéressant. Si on peut créer 500 à 600 milliards de dollars de PIB par an, dans moins de 5 ans, 6 ans, l'Afrique peut résoudre une grande partie de ses problèmes. Maintenant, il y a des secteurs porteurs pour faciliter la zone de libre-échange continentale. Premièrement, c'est l'agriculture et l'agroalimentaire. Bon, avec le changement de la demande, nous avons 1,3 milliard de consommateurs et qui va aller dans 25 ans à 2,5 milliards. Donc, il faut que nous essayions de contrôler l'agriculture et l'agroalimentaire. Il y a aussi les services financiers, en particulier le mobile banking, la microfinance et l'assurance, afin d'améliorer l'inclusion financière. Parce que beaucoup d'entre nous ne sont pas inclus, surtout ceux qui sont dans des zones, dans les milieux ruraux. Il y a aussi la télécommunication, parce que le monde est en train de changer à grande vitesse. Il faut le déploiement de la 4G, de la 5G et l'Internet à large bande pour pouvoir concurrencer avec le reste du monde. La quatrième chose, c'est l'énergie. Parce que le bâtiment, le transport, le tourisme, la santé, l'enseignement, ce sont des marchés en expansion rapide que le secteur privé peut transformer en champions régionaux. Donc, mais nous avons des obstacles. Nous avons des obstacles aujourd'hui qui ne facilitent pas cette intégration du secteur privé.
Le premier blocage, c'est les barrières non tarifaires, telles que les délais de dédouanement, les réglementations techniques divergentes, la corruption, qu'on le veuille pas. Il y a aussi, deuxième point, le déficit d'infrastructures. Parce qu'aujourd'hui, bon, je n'ai rien contre le TER, mais on a pris le prix de Dakar-Bamako pour en faire un TER de 37 km, alors que si on avait quelque chose de Dakar à Bamako, on va acheminer des marchandises de Dakar à Bamako, et là où le train passe, ça crée une activité. Parce que ces moyens de transport-là créent une activité autour. Quand on était enfant, tout le monde connaissait Gossas. Bon, il y a un autre, là où habitait Suleiman Denendia, j'ai oublié le nom, mais c'était Guinguinéo. Pourquoi? Parce que le train passait là-bas. Tambacounda et Kaolack. Personne d'entre nous ne s'est posé la question pourquoi Casamance demandait l'indépendance et Tambacounda ne l'a jamais demandé, et Tamba est plus pauvre que Ziguinchor. Parce qu'il y avait le train qui passait à Tamba. Les Tambacounda se sentaient sénégalais parce qu'ils s'échangeaient avec les Sénégalais continuellement. Et quand on a voulu régler une partie du problème de Casamance avec le bateau, parce que ce sont les infrastructures qui permettent au peuple, aux communautés de pouvoir créer des relations fortes et qui créent un sentiment d'appartenance. Donc le déficit d'infrastructures dans le continent est problématique. Aujourd'hui, pour aller dans certains pays africains, tu es obligé de prendre l'avion, aller jusqu'à Paris et retourner de Paris pour venir dans un autre pays africain. Il y a dans certains pays africains, même au Sénégal, si tu veux aller à Abuja ou bien Kenya, tu es obligé même d'aller dans une ambassade anglaise pour demander même visa. Parce que c'est comme si entre Africains, on ne veut pas commercer ensemble. Pour commercer, on a besoin des infrastructures. La troisième chose, c'est le difficile accès au financement. Le financement coûte cher. Et ça va encore, en ce moment, c'est encore plus difficile parce que nos États ont des problèmes de crédibilité pour aller emprunter sur le marché international. Donc tout le monde emprunte sur le marché local. Et aujourd'hui, presque il y a les 60 plus grandes entreprises empruntent 50% du total actif des banques, plus les États maintenant qui empruntent. Ça veut dire quoi? Les PME auront du mal à lever des fonds à des taux d'intérêt très faibles. Et ce qui rend encore la situation extrêmement difficile. Le quatrième blocage, obstacle, c'est les conflits politiques, l'insécurité, le changement des politiques fiscales qui ralentissent souvent l'investissement. Parce que personne ne va investir dans un pays où il y a des conflits politiques, ce n'est pas possible. Sinon, les diamantaires ou bien parce qu'il y a des riscophiles, des gens comme au Congo, au Angola, quand il y a les bombes, ils sont contents parce qu'ils disent que là-bas, les Blancs ne vont pas aller sur ces terrains-là. Nous pouvons aller nous acheter des diamants moins chers. Mais sinon, si le climat politique n'est pas clair, l'investisseur aussi ne peut pas y investir. Donc, il y a des initiatives que la zone de libre-échange continentale a mis en place, c'est-à-dire le programme de développement des infrastructures en Afrique. C'est PIDA. Alors l'idée, c'est qu'avec ce programme-là, qu'on puisse améliorer le transport, l'énergie et les TIC, technologies d'information et de la communication. La deuxième initiative, c'est le marché unique de transport aérien africain, qu'on appelle MUTA, afin de rendre le ciel africain plus ouvert et plus compétitif. Le troisième, c'est le système de paiement panafricain, PAPS, destiné à faciliter les transactions transfrontalières en devises locales. Et le dernier, c'est le Forum des affaires de la ZLECAf, créé afin d'améliorer le dialogue public-privé. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin, le public accompagne le privé, mais le privé aussi doit accompagner le public. Les gens oublient souvent que le privé est beaucoup plus capacité pour aider le public. Parce qu'aujourd'hui, dans tous les secteurs, le privé a des spécialistes. Alors que dans la fonction publique, d'habitude, on a des fonctionnaires, mais parfois qui ne peuvent pas être spécialistes en tout. Et dans le monde des affaires, le privé a besoin
d'avocats, de financiers. Ils cherchent de grands cabinets et ce sont ces grands cabinets-là parfois qui négocient avec nos États et d'habitude nos États n'ont aucune chance de gagner. En conclusion, le secteur privé africain apparaît donc non seulement comme le principal acteur de création de richesses, d'emplois et d'innovation, mais également comme le facteur clé d'une intégration économique approfondie en Afrique. Sa capacité d'initiative, d'investissement et d'adaptation est indispensable afin de rendre la zone de libre-échange continentale opérationnelle et de faire de l'Afrique un marché unique, robuste et compétitif sur la scène internationale. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup de cette excellente communication qui plante le décor. Justement, sur des opportunités, des obstacles, des forces et des faiblesses. Et également le rôle central que doit jouer le secteur privé. Bon, ce qu'on remarque dans les pays développés, c'est l'État qui muscle le secteur privé, qui crée le secteur privé. Quand vous allez, par exemple, en France, la plupart des gens, comme les gens qui sont dans les télécoms et autres, c'est des gens qui sont de centrales, de polytechniques, et l'État les enrichit dans le privé. La plupart d'entre eux, ce n'est pas des héritiers. Aux États-Unis, quand on voit Elon Musk, c'est ça. C'est l'État qui a quand même des initiatives pour renforcer le privé. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en Afrique? Qu'est-ce qu'il faut faire? D'autre part, vous l'avez soulevé, un des principaux obstacles, c'est la connexion, les infrastructures. Même si vous avez les matières premières, si vous n'avez pas d'infrastructure, si vous ne pouvez pas transformer, pas de commerce intra-africain sans des infrastructures. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous donne la parole, je m'excuse. Oui.